Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner les détails techniques de mon aménagement. On va parler en premier temps de la partie en bois, comment techniquement je l'ai réalisée. Ensuite, on va poursuivre avec la partie électrique. Cette vidéo sera assez technique et on entrera beaucoup dans les détails, donc si tu souhaites mieux comprendre cette vidéo ou simplement voir mon aménagement dans son ensemble, je t'invite à cliquer sur mon autre vidéo dont le lien se trouve juste ici en bas. Aussi pour répondre à vos nombreuses questions ou commentaires de mon autre vidéo, et je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous y avez porté. Évidemment, pour accéder à la partie qui t'intéresse, tu peux simplement cliquer ici en bas dans la description pour y accéder directement. Puisque j'ai déjà terminé le van au moment de la création de cette vidéo, je vais illustrer ce que j'avance avec quelques exemples pour que tu puisses te faire une image claire. Et maintenant, bon visionnage! Le bois. La planification. À mon sens, la planification est pour moi le plus important, autant dans l'aménagement que dans la partie électrique. En planifiant le tout avant de commencer, ça permet de bien visualiser l'espace. Personnellement, j'ai pris beaucoup de temps de réflexion. J'ai d'abord fait des schémas et j'ai calculé par rapport aux cotes indispensables, à savoir ce qui ne peut pas être adapté, la taille du véhicule, le lit, le frigo. Ensuite, j'ai planifié le reste autour, l'armoire, la cuisine, etc. Les parois. Tout d'abord, j'ai démonté les panneaux existants, puis j'ai collé du rouleau de liège contre les parois. Au plafond, j'ai mis plusieurs couches puisqu'il n'y a pas assez de place pour isoler. Ensuite, j'ai tiré tous les fils électriques à travers la carcasse du véhicule. Je pouvais le faire puisque précédemment, j'ai tout planifié la disposition des appareils, des interrupteurs ainsi que des lampes. Je me répète, mais la planification est très importante. Après cette étape, j'ai isolé tous les vides des parois avec de la laine de roche. Avec les vibrations, l'isolation risque de se tasser avec le temps. Mais la laine de roche est à mon avis assez dense pour résister à ce phénomène. Ensuite, j'ai attaqué le lambris. Pour que le lambris soit parallèle au sol, j'ai commencé à la première lame qui fait toute la longueur. Dans ce cas, c'est juste au-dessus des roues. Et pour le plafond, j'ai commencé au milieu, puis j'ai posé mon lambris de chaque côté de la lame de départ. Pour le fixer, j'ai utilisé des vis à tôle autoforantes que j'ai vissées dans les montants de la carcasse. J'ai lambrissé partout, même derrière les meubles, déjà pour isoler, puisque le bois est un bon isolant, puis pour faire un fond aux meubles. La porte latérale lambrissée. J'ai aussi lambrissé la porte latérale. Cela donne un magnifique aspect quand on est à l'intérieur, mais je ne le recommande pas, puisque la porte est devenue assez lourde. Si c'était à refaire, ce que je ferais, c'est d'utiliser du parquet, comme je l'ai fait à la porte du coffre. Les meubles de la forme du véhicule. Pour tailler les meubles à la courbure désirée, j'ai tout simplement utilisé un trusquin, aussi appelé crapaud. Tout d'abord, j'ai planifié mon meuble et j'ai fait couper les panneaux de contreplaqué à mon magasin de bricolage local. J'ai laissé environ 5 cm de plus aux parties courbées. Après l'avoir monté, je l'ai présenté à sa place. Ensuite, j'ai réglé mon trusquin avec l'espace de la partie où il y a plus de vide, plus ce qui manque pour que le meuble soit à sa place. Cet espace est celui que le meuble sort. J'ai ensuite tracé mon meuble sur toutes les parties à découper. Puis j'ai découpé à la scie sauteuse. Pour cela, il sera peut-être nécessaire de redémonter le meuble. Normalement, ça devrait jouer du premier coup, mais des retouches ne sont pas à exclure. Les portes de l'armoire. Pour faire ces portes rondes, je me suis d'abord fait un gabarit de la courbure désirée pour tracer cela propre et pour avoir la même courbure partout. Une fois tout cela tracé, j'ai utilisé la scie sauteuse pour plonger sur la ligne.
Si tu ne le sens pas du premier coup, je te recommande d'essayer sur un bout d'essai, car cette étape est assez délicate. Je viens appuyer la lame contre le bois et j'avance la scie au même moment. Je n'ai pas pu percer de trou puisque j'utilise les deux parties du bois et un trou se verrait. Vraiment, j'ai dû couper cela propre. Ensuite, j'ai utilisé la défonceuse avec un outil en quart de cercle avec un roulement pour arrondir les angles. C'est une étape obligatoire si tu veux utiliser le même bout de bois, sinon ça va coincer et la porte ne s'ouvrira pas. Personnellement, je trouve magnifique que le veinage du bois se suive, et cela économise du matériau. Pour mettre les charnières, j'ai un peu entaillé dans la porte à la scie sauteuse. Les lattes du lit. Pour que les lattes du lit s'emboîtent l'une dans l'autre, j'ai pris des lattes de panneaux multiplis de 2 largeurs différentes. Sur la partie mobile, vient le plus large en haut, sur la partie fixe, vient le plus étroit en haut. J'ai laissé un peu de vide entre chaque latte pour pas que ça coince lors du rangement. Les lattes, il faut vraiment les mettre d'équerre pour éviter que ça coince. Les lattes mobiles, j'ai collé et vissé les 2 épaisseurs, puis je les ai reliées entre elles avec une lambourde et un angle en alu pour une solidité suffisante. Les finitions des arrondis. Pour les finitions arrondies, surtout à la porte du coffre, j'ai mis soit des bouts de lambris dans les petits bords, soit des lattes fines que j'ai pu plier. Je les ai tirées avec des vis à tôle. Pour finir, j'ai rempli les trous et les espaces avec du silicone brun. Pour faire plus propre encore, il aurait fallu du silicone de la même couleur, disponible dans les magasins professionnels, mais beaucoup plus cher. Voilà, la partie technique du bois est à présent terminée. Passons à la partie électrique. L'électricité. Les appareils. Voici les appareils que j'ai utilisés pour le bon fonctionnement du van. Une batterie 110 A à décharge lente, bon compromis entre taille, puissance et prix. Un onduleur 500 watts. La puissance est suffisante pour mon utilisation et un trop puissant viderait la batterie trop vite. Je ne pense pas l'utiliser souvent, mis à part pour recharger mon vélo électrique par exemple. Un battery protect, pour protéger la batterie d'une décharge trop profonde, ainsi que tout couper l'installation à l'aide d'un bouton déporté. Je l'ai réglé sur 11V5, mais il serait possible de descendre jusqu'à 11V25. Mais je ne recommande pas en dessous pour ce type de batterie, pour ne pas descendre en décharge profonde. Cela réduirait considérablement la durée de vie de la batterie. Un chargeur 12V 230V. Pour charger la batterie avec une prise extérieure, ainsi qu'alimenter toute l'installation, les lampes, les prises USB, etc. quand je suis branché à l'électricité du réseau. Un chargeur DC 12V. C'est pour charger la batterie lorsque le moteur tourne à l'aide de l'alternateur. Avec les nouvelles normes Euro 5 et 6, l'alternateur réduit le voltage quand la batterie de démarrage est pleine, alors qu'un simple coupleur séparateur, comme le Citrix, ne remplirait pas cette fonction. Dans cette installation, c'est un Victron Orion 12V 12V. Je n'ai pas installé de panneau photovoltaïque pour recharger la batterie par crainte de ne pas passer le contrôle technique. Je me dis que tant que je roule régulièrement, mon installation est suffisante, mais je vais quand même te montrer comment les brancher dans le chapitre du schéma électrique, car des panneaux solaires ont une utilité considérable dans un aménagement. Des boîtes à fusibles pour une protection optimale, un smart monitor pour afficher l'état des 2 batteries, l'autonomie restant, le courant de charge et de décharge, etc. Un frigo. Dans ce cas, c'est un frigo Enel 40 litres, suffisamment grand et parmi les plus économes du marché. Des rubans LED. Ce sont des rubans 12V pour pouvoir les brancher directement sans transformateur. Une pompe haute pression pour alimenter le lavabo ainsi que la douche. Je tiens à préciser que la pompe a un interrupteur de pression intégré qui coupe la pompe à une certaine pression quand le robinet sont fermés. De nombreuses prises allume-cigare, prise 230V, interrupteur, dont un tableau d'interrupteurs fabriqué maison. Le schéma de branchement. Je vais te dessiner le schéma de branchement en direct avec les explications de branchement. Tout d'abord, je pars de la batterie que j'ai ajoutée.
Dans mon cas, il a une batterie de 110 A à décharge lente. Pour ceux qui souhaitent coupler plusieurs batteries, ça se complique un peu. Je décommande totalement de simplement les connecter ensemble en parallèle, surtout si elles ne sont pas exactement du même type, de la même capacité, mais surtout du même âge. Il existe des batteries balancer tels que celui-ci pour connecter plusieurs batteries et je conseille fortement d'en utiliser un. Sur le plus de la batterie, je me relie à la barrette de distribution de la boîte à fusibles en passant par une clé coupe-circuit. Utile pour tout couper l'installation si, lorsque par exemple, le van reste de longs mois sans être utilisé. Lors du montage de ce fil, il faut enlever la clé. S'il n'y a pas de clé, il faut monter ce câble en dernier. Et d'abord raccorder à la boîte à fusibles, ensuite à la batterie. Depuis la boîte à fusibles, je pars un fil sur l'entrée du Battery Protect, un autre sur le chargeur 230 volts. Mon chargeur 230 volts dispose déjà d'un fusible dans le câble, donc inutile de le faire passer par un fusible de cette boîte. Je le raccorde simplement à la barrette. Un sur le convertisseur 12 volts DC, un sur l'onduleur, et en option, un sur le régulateur de charge du panneau solaire. Depuis la sortie du Battery Protect, je pars sur ma boîte à fusibles de mon panneau de distribution. Je tire deux autres fils pour l'interrupteur déporté à ma série d'interrupteurs du contrôle du van, mais ça, j'y reviendrai. Le moins vient se raccorder sur la barrette des moins. Dans mon cas, j'ai tout simplement utilisé une vis métrique. Le convertisseur DC 12 volts est à présent raccordé au plus de la batterie en passant par la boîte à fusibles. Je raccorde l'autre plus à la batterie du moteur en passant par un fusible. Le moins vient se raccorder au châssis du véhicule. Le moins de la batterie moteur et du moins de l'autre batterie vient se raccorder sur la barrette des moins. Le plus de l'onduleur est raccordé à la boîte à fusibles et je raccorde le moins à ma barrette des moins. Je raccorde l'une des fiches de l'interrupteur déporté à mon tableau de contrôle, mais ça, j'y reviendrai. Je reviendrai aussi sur le circuit 230 volts. Pour le régulateur de charge solaire, je connecte le plus sur ma boîte à fusibles et le moins sur ma barrette des moins. Le plus du panneau solaire sur le panneau et le moins également. Je ne branche rien aux fiches load, soit charge en français. J'ajoute maintenant le panneau de visualisation des états des batteries. Celui-ci est connecté à son shunt avec un câble téléphonique fourni. Le shunt a une entrée moins et une sortie moins. L'une, je connecte à la barrette des moins et l'autre au moins de la batterie. La petite entrée plus B1, je le connecte au plus de la boîte à fusibles. Le câble fourni dispose déjà d'un porte-fusible ainsi qu'un fusible de 0,1 A. La petite fiche B2, je la connecte au plus de ma batterie de démarrage en passant par un fusible de 0,1 A. C'est pour voir le voltage de la batterie de démarrage, mais non indispensable. Voilà pour le shunt. Passons au panneau de contrôle et au panneau de distribution. Sur mon van, il ne se trouve pas dans la même place que le circuit de distribution. Le panneau de contrôle est proche de la porte latérale pour un accès facile. Un fil moins est raccordé sur la barrette des moins, vient sur une autre barrette des moins, bien plus petite. Le fil plus vient aussi sur une barrette des plus. Sur celui-ci, je tire des fils pour chaque interrupteur de contrôle en passant par une boîte à fusibles. Dans ce cas, j'utilise des fusibles de 10 A et cela suffit largement pour chaque circuit. Dans cette boîte à fusibles, je tire un fil sur chaque interrupteur de contrôle, à savoir un pour les lampes, un pour la pompe, un pour le frigo et un pour les prises USB. Je rajoute deux interrupteurs de contrôle. Un pour les prises 230 volts et un pour couper toute l'installation. Celui pour couper toute l'installation, je le raccorde simplement aux deux fiches de l'interrupteur déporté du Battery Protect. Celui pour couper les prises 230 volts ou l'onduleur, je ne le connecte pas de cette façon, puisque si je le faisais, quand je couperais l'installation, cela n'éteindrait pas l'onduleur. Alors je connecte la prise de gauche du remote de l'onduleur à mon interrupteur, puis à la barrette des plus. De cette façon, quand je coupe l'installation, mes prises 230 volts s'éteignent également. Ensuite, je connecte toutes mes lampes à l'interrupteur des lampes, la pompe à l'interrupteur de la pompe, et idem pour le frigo et les prises USB. Pour les lampes, il y a entre chaque lampe et le tableau de distribution un interrupteur. Pour la pompe, j'ai mis deux interrupteurs branchés de cette manière,
pour pouvoir soit allumer la pompe du robinet, soit à l'arrière près de la douche. Les LED du lavabo sont branchés au fil d'alimentation de la pompe. Comme ça, si le circuit est enclenché, mais que la pompe ne tourne pas, les LED font office de lampe témoin. Après avoir tout installé, il est temps de mettre les fusibles en place. J'utilise partout des fusibles méga de 60 A et pour l'onduleur, un fusible de 80 A. Pour la distribution, au panneau de distribution, des fusibles de 10 A. La taille des fusibles dépend des appareils, des interrupteurs et du câblage. Je te laisse vérifier l'installation des fusibles selon les caractéristiques de ton installation. J'aimerais juste toucher un mot sur l'ordre des choses. Pour dessiner mon schéma, j'ai commencé par la batterie, ensuite par les appareils de distribution, ensuite le panneau de distribution et pour finir les charges telles que les lampes, le frigo ou les prises. En mettant en pratique, je l'ai plutôt construit dans l'autre sens. D'abord j'ai tiré les fils, ensuite j'ai mis les interrupteurs, ensuite j'ai fait le tableau de distribution ainsi que le panneau de contrôle. C'est seulement ensuite que j'ai connecté les appareils de distribution et de recharge. Et pour finir, la batterie. À mon sens, c'est la démarche la plus logique, la plus simple et la plus sécuritaire. Attention, sur mon schéma, j'ai dessiné le moins comme la masse, mais ce n'est pas la masse du véhicule. Surtout si tu comptes utiliser un chargeur convertisseur 12 volts isolé. Le boîtier dispose de 2 fiches plus et 2 fiches moins pour le reconnaître. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas une version isolée, donc avec 2 fiches plus et une fiche moins. En théorie, il serait possible de raccorder chaque moins de chaque appareil à la carcasse du véhicule, mais je ne le recommande pas de le faire si un jour je remplace l'appareil par une version isolée. Je recommande, dans les deux cas, d'isoler tout le circuit du véhicule. Deuxième, attention, à utiliser des sections de fil suffisantes. Pour savoir le bon diamètre du fil, il faut prendre en compte l'intensité du courant qui va passer dans le fil, la longueur et le fusible. Dans mon installation, pour relier l'alimentation à mon tableau de distribution, il y a moins de 4 mètres de longueur et le fusible coupe à 60 A. J'utilise du fil de 16 mm². Pour ceux qui connectent la batterie aux boîtes à fusibles et aux appareils, j'utilise une section de 25 mm² en réduisant la longueur au maximum. Dans mon cas, il y a une longueur de ces fils d'environ 30 cm. C'est un petit peu surdimensionné, mais au moins je suis sûr de cette manière. Troisième, attention. La batterie peut émettre des gaz lorsqu'elle est mal traitée, comme par exemple lors d'une décharge trop profonde ou lorsque la batterie vieillit. Ces gaz sont totalement explosifs et certains relais, fusibles qui sautent, appareils ou autres, peuvent émettre des étincelles, ce qui ne fait vraiment pas bon ménage. Je recommande de bien ventiler le local à batterie. Dans mon cas, j'ai mis ces grilles et si possible de mettre la batterie dans un endroit séparé des appareils. Ce n'est pas mon cas. Voilà pour le circuit 12 volts. Passons maintenant au circuit 230 volts. Depuis une prise extérieure que j'ai installée sous le châssis, je passe par un disjoncteur différentiel 30 mA 16 A. Il est important que ce soit un FI différentiel car il va couper si une différence entre la phase et le neutre est supérieure à 30 mA, ce qui veut dire si le courant est retenu à quelque part, comme le corps humain dans le pire des cas, le disjoncteur saute. Si le disjoncteur n'est pas dit différentiel, il ne sautera que si les ampères sont dépassés et non si le circuit passe par le corps humain par exemple. À titre d'information, le cœur humain ne tiendra pas les 50 mA, pour cela que le FI 30 mA est si important. Malgré son prix, 80 € contre 5, ce n'est pas sujet à économiser. J'ai mis un FI 16 A pour le cas où je branche un appareil très gourmand, comme un chauffage par exemple. Un 10 A suffirait, mais cela dépend du câblage utilisé de pouvoir se permettre un disjoncteur 16 A. Je recommande une section de 1,5 mm² minimum. Vérifiez aussi l'intensité maximum du bouton sélecteur. Depuis mon disjoncteur, je pars sur le frigo, qui sélectionne automatiquement le 230 volts de préférence, sur le chargeur de batterie, qui alimentera aussi l'installation 12 volts en cas d'entrée de courant, sur le bouton sélecteur de phase, pour les prises de bord afin de sélectionner soit l'entrée de la prise extérieure, soit l'entrée de l'onduleur. Depuis la sortie du bouton sélecteur à toutes les prises du van. Voilà pour le schéma 230 volts.
Vous étiez nombreux à me demander comment j'ai réalisé le système de capteur d'eau grise, à savoir, une lampe témoin s'allume lorsque le bac d'eau est quasiment vide, s'éteint quand le liquide a atteint la moitié, et que la pompe s'arrête automatiquement lorsque le bidon est plein. Alors j'ai décidé d'y consacrer un chapitre. Le schéma de la pompe. Pour ce faire, j'utilise des capteurs de niveau de remplissage 9 à 15 volts. Il faut bien être sûr que les capteurs ont la capacité de monter au minimum à 14 volts, puisque c'est l'intensité de chargement de la batterie. Le capteur fonctionne de la sorte. Le capteur dispose de 3 fils, le plus, le moins et le signal. Il s'alimente par le plus et le moins et laisse passer le courant du plus au fil signal tant que l'eau n'atteint pas le capteur. Une fois que l'eau a atteint le capteur, le courant ne passe plus. J'ai fixé 2 de ces capteurs sur mon bidon, un à la moitié et l'autre à 5 cm du haut du bidon. Le capteur fixé à la moitié est relié au plus et au moins de l'alimentation de la pompe. Le fil signal de ce capteur est relié au plus de la LED. Le moins de la LED, vert, est relié au moins de l'alimentation de la pompe. Pour la coupure automatique de la pompe, c'est le même principe, mais avec un relais automobile 12 volts entre deux. Le capteur du haut du bidon est connecté au plus et au moins de l'alimentation de la pompe. Le fil signal de ce capteur est relié une des fiches à la bobine du relais, l'autre fiche est reliée au moins de l'alimentation de la pompe. Pour terminer, je relie le plus de la pompe sur la fiche du passage du relais et l'autre fiche du relais sur le plus de l'alimentation de la pompe et le moins de la pompe sur le moins de l'alimentation. Ce qui se passe maintenant, c'est que tant que le liquide n'atteint pas le capteur laisse passer le courant dans le relais et active le passage du courant à travers le relais. Une fois que l'eau grise a atteint le capteur du haut, en d'autres termes que le bac est plein, le capteur ne laisse plus passer de courant par le fil signal, donc le courant passe plus à travers le relais, donc la pompe n'est plus alimentée, même si son interrupteur est en position ouverte. Voilà, la sécurité de la pompe est à présent opérationnelle. J'ajouterai que pour brancher le bidon d'eau grise à l'installation, j'ai mis une prise à 4 fiches, ce qui suffit. Le plus des 2 capteurs, le moins des 2 capteurs, le signal du premier capteur, le signal du deuxième capteur. Si la prise n'est pas branchée, forcément, le courant du signal branché au relais ne passera pas et la pompe ne tournera pas. L'avantage de cette situation, c'est que si par exemple j'oublie de remettre le bidon en place, après l'avoir vidé, la pompe ne tournera pas et donc pas d'inondation. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si tu es toi aussi en train d'aménager ton van, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton aménagement, et si tu as des questions, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. À bientôt.